Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h39 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est en direct, bien entendu. Et il y a plein d'auditeurs qui veulent réagir à toute l'actualité. Il y a Esteban qui est avec nous. Esteban du Rhône-Alpes. Bonjour Esteban. Oui, bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Bonsoir Esteban, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous voulez réagir sur l'Algérie et sur ce qui s'est passé. On va rappeler Gauthier Lebray. Oui, sur l'actualité brûlante. Bien sûr, pour nos auditeurs qui nous rejoignent, Gauthier Lebray. Donc, Bruno Retailleau avait fait le choix d'expulser un influenceur algérien, Doualem, qui avait fait une vidéo dans laquelle il appelait au meurtre des opposants au régime du président algérien Tebboune. Et cet Algérien, à peine son avion avait-il posé sa roue sur le tarmac d'Alger, que Alger a annoncé interdire cet homme, pourtant proche du régime visiblement de territoire, pour le renvoyer en France. Donc la France est totalement humiliée, une fois plus, par l'Algérie. Exactement. Et c'est ce qu'a dénoncé Bruno Retailleau ce matin. Esteban, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense honnêtement, quand on voit l'état de déliquescence de la classe politique française, les hommes politiques qui vendent leur âme pour un plat de lentilles, sachant que les banlieues françaises sont de véritables poudrières. Je voudrais quand même rappeler qu'on a quand même les accords d'Évian depuis 62 qui déterminent bien, que les rapports avec l'Algérie sont tout à fait, fixés et arrêtés. Il y a un divorce qui a été prononcé depuis maintenant près de 60 ans, et nous continuons d'une certaine manière à payer une forme de pension alimentaire, si je peux me permettre. Je crois que sur les 5 dernières années, c'est presque 800 millions d'euros qui ont été donnés à l'Algérie. On donne chaque année près de 120 millions. Le maintien de l'infrastructure, les hôpitaux, l'exploitation gazière, pétrolière, les soins gratuits prodigués à l'ancien président Bouteflika. Je pense à un moment, il faut quand même arrêter de se voiler la face et de regarder les choses en face. Non mais c'est con, je suis complètement d'accord. Esteban, et un moment, comme je disais tout à l'heure, vous avez vu, je sais pas si vous avez entendu le début de l'émission où j'étais un petit peu colère. Et je disais, il faut des mecs qui ont de la poigne. On me parle mais aujourd'hui, il faut des mecs qui tapent du poing sur la table. Je suis désolé. Quand je vois le Quai d'Orsay qui s'insurge et qui s'offusque des propos de Bruno Retailleau au lieu de s'offusquer du fait qu'ils reviennent et du comportement de l'Algérie, ça me rend fou. Tant qu'on sera dans ce genre de comportement, je peux vous dire, on sera dans une panade incroyable. Mais ce qui se passe surtout, c'est que ça fait maintenant près de 50 ans que nous sommes gouvernés par des communicants. Oui, c'est ça, exactement. Qui font du marketing, qui veulent plaire à tout le monde. Qui rechignent véritablement à mettre la main à la pâte et à se dire que en voulant faire plaisir à tout le monde, on en fait le moins possible. Exactement. Donc ils n'ont pas compris quelque chose. Hier, il y a une image incroyable, Esteban, que j'ai vue. C'est il y avait Barack Obama à côté de Donald Trump, et il y avait devant Kamala Harris, et on voit Barack Obama qui est comme un petit enfant devant Donald Trump, qui essaie de lui parler, de rigoler avec lui, et Kamala Harris qui est dépité, et ça Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, il n'a pas essayé d'être aimé de tout le monde. En vrai, Gauthier Lebray. C'était pas du tout sa stratégie, c'est une stratégie. Mais quand vous voyez qu'un Barack Obama, qui pour moi représente le mainstream, comme on dit, qui est tout, qui faisait l'unanimité plutôt en Europe, exactement, en tout cas, dans nos démocraties occidentales. Donald Trump n'a pas cherché à être aimé de tout le monde, mais enfin visiblement il était plus aimé que Kamala Harris. Exactement, beaucoup plus d'ailleurs. Parce que contrairement à ce qu'ont voulu nous faire croire des médias français qui nous disaient jusqu'à la fin que c'était extrêmement serré. Et je peux vous dire que j'avais des amis aux États-Unis qui me disaient c'est joué d'avance, que Trump va lui mettre une dérouillée. Parce qu'il était sur les meilleurs thèmes qu'elle. Elle a fait une campagne woke, il a fait une campagne sur les classes populaires américaines. C'était pas dans un mouchoir, comme ils nous annonçaient les médias, c'était un drap. C'était dans un drap, exactement. Mais, Esteban, pourquoi on n'arrive pas à avoir des relations apaisées, normales, sereines avec l'Algérie ? Tiens, il y a le bisounours qui s'est réveillé. Non, au contraire, c'est-à-dire qu'on a déjà été... évidemment, la colonisation, la guerre, tout ça on a connu, par exemple, vraiment apprécié tout ce qui s'est passé contre l'Allemagne. Avec l'Allemagne, on a réussi à avoir des relations apaisées et normales. Tout à fait. Les efforts de Mitterrand avec le chancelier Helmut Kohl, le conflit notamment
notamment en Indochine, le fait que je ne sais pas si c'est véritablement, on va dire, une question d'ordre civilisationnel ou une ordre, on va dire, de question de géopolitique, mais pour autant, il y a véritablement un abcès qu'il conviendrait véritablement de crever, une clarification qu'il faut absolument apporter sur le plan des relations internationales, de la place de la France dans les relations internationales, et notamment cette question épineuse du positionnement vis-à-vis des anciennes colonies. Même si on peut tout à fait se mettre à considérer effectivement que la colonisation, on veut dire, est une période historique qui est sujette à caution, qu'il faut prendre avec beaucoup de recul, que ça a entraîné pas mal de dérives, de l'exploitation, mais il y a aussi, exactement, il y a aussi quand même la construction des infrastructures, les autoroutes, les hôpitaux, les centrales électriques. Donc, si on peut arriver de se dire, ok, on termine sur les accords d'Évian, l'indépendance de l'Algérie, l'Algérie devient indépendante, que l'on fonctionne sur la base d'un partenariat et non pas se regarder en chien de faïence en se disant, voilà, comment est-ce que on peut faire pour rendre la vie minable à l'autre, en refusant d'accueillir des ressortissants, ses propres ressortissants, en refusant de délivrer des laissez-passer consulaires. Je pense qu'à un moment, la vie politique a besoin d'un petit peu plus d'honnêteté, un petit peu plus de péremption et un petit peu plus d'action plutôt qu'une sempiternelle soupe à la rhétorique. Et aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de cohérence, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début du premier quinquennat, Emmanuel Macron a une politique pro-algérienne. Et il n'a rien en retour. Pour après faire un changement d'alliance de zigazag, en prenant cette position sur le Sahara occidental, ce qui est une provocation très importante pour l'Algérie. Et qu'a-t-on gagné dernièrement de zigazag, Qu'a-t-on gagné dernièrement suite au déplacement au Maroc? Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. T'as raison. Rien. Quelques contrats. Des contrats. Ouais, des contrats. Mais sur les dossiers chauds, type migration, QTF, on n'a rien gagné du tout. Vous avez vu des choses passer dans les radars? Il n'y a peut-être pas d'influenceurs marocains. Il y a une petite hausse aussi des OQTF sur les derniers chiffres. Minime. Minime. Bien sûr. Exactement. Et je rappelle que les Marocains étaient des moins bons élèves que les Algériens sur les OQTF. Et ce qui est triste, c'est là où on a tout raté. Contrairement à une idée reçue. Et ce qui est triste, et là où on a tout raté, Cyril, c'est que moi, quand je parle à mes amis français d'origine algérienne, ou des binationaux, ou des immigrés, en fait, ils sont tous pour l'Algérie et contre la France, et ils pensent que toujours la France est du mauvais côté, a le sale rôle. Enfin, il y a une sorte d'abcès, vous avez raison, hein, qui n'est pas crevé, une plaie qui est béante et qui fait encore beaucoup de mal entre les relations entre l'Algérie et la France. Exactement. Je veux dire, c'est une situation dans laquelle chacun, on va se dire qu'on va rejeter la faute sur l'autre, sans forcément chercher à déterminer sa propre part de responsabilité dans l'histoire, ce qui est juste incroyable. Pour être tout à fait honnête, après, je suis également issu donc de l'immigration. Mon père avait quitté à l'époque l'Espagne de Franco et a été accueilli en France. Donc il a fait partie à ce titre donc je crois que c'était la deuxième ou la troisième vague d'immigration. Jamais on ne pourrait se dire véritablement qu'il faille absolument privilégier une position qui vienne obérer les intérêts de la France, son identité, sa culture, sa tradition, en prodiguant, en se faisant les prophètes dans une époque où la liberté d'expression n'a jamais été autant défendue et en même temps autant piétinée, en appelant à commettre des attentats, à atteindre aux intérêts de la France, et de se dire que non, de la part du pays d'où vient ce ressortissant, c'est quelque chose de tout à fait normal, que dans une logique de rétablissement des relations que nous savons délétères, qu'il serait au moins judicieux de reconnaître qu'il y a des positions qui universellement ne sont pas tenables, et que cela pourrait être de nature à envoyer un signal fort à quiconque oserait adopter la même posture et à appeler sans commune mesure à commettre des attentats. Merci Stéphane, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On a d'autres auditeurs à prendre. Il est 17h48, on est en direct. Merci, bon week-end Esteban. Merci beaucoup Cyril, et merci à toute l'équipe. C'est moi qui vous remercie. Il y a Thierry qui est avec nous de Normandie. Bonjour Thierry. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Thierry. Alors je voulais intervenir sur deux choses. Première chose, ma mère était directrice d'école au Havre. C'est pour ça que je vous ai un peu appelé. Mais à l'époque, il y a maintenant 60 ans, on respectait le repas
pour les Arabes, pour les musulmans. Tout au moins pour les musulmans. Donc les repas étaient quand même différents des autres. Il y avait un certain respect. C'est pour ça que je suis un petit peu surpris que de votre surprise que Philippe, le maire du Havre, dise que les enfants vont avoir des repas. Non, ça existait déjà. Ah, d'accord. Mais le point le plus important que je voulais vous poser, j'ai été interpellé hier, et là je parle des municipales. Oui. On en parle peu pour l'instant et c'est l'occasion pour laquelle je vous ai appelé. Avec plaisir. Vous avez Louis Boyard qui va se présenter. Oui. Il a éjecté un petit peu un de ses colistiers et je voulais vous dire que c'est le début du grand remplacement. Et c'est ça qui m'inquiète. Et j'espère que quand on va voir toutes ces banlieues qui vont être d'abord élire les filles pour l'instant, ils vont être dépassés. Mélenchon va être dépassé. Ce sera peut-être pas aux prochaines municipales, mais celles d'après. Car vous aurez tous ces LFI vont dégager, ils vont être remplacés par de la population qui vit dans ces quartiers et ces parachutés-là s'en iront. Alors, je pense que je voulais avoir l'avis de Gauthier. Oui, avec plaisir. Justement, et de D'Artigol, tiens. De D'Artigol, exactement. Alors, Gauthier, sur ce plan-là. Parce qu'il nous reste 2 minutes 28. Une dernière chose, je pense qu'il est temps que la droite fasse attention. Ils ont les campagnes. Ils ont toutes les campagnes. Oui. S'ils arrivaient à présenter des listes dans toutes les villes où ils sont arrivés majoritaires, ils auraient un poids qu'ils n'ont pas pour l'instant, c'est-à-dire le poids des grands électeurs après. Et qui dit cela, dit le Sénat. Donc il y a tout un enjeu qui va être joué par ces municipales, et je pense qu'il faut s'y préparer dès maintenant, et que la droite cherche des listes d'unité pour pouvoir justement éviter ce qui va se passer. Thierry, on va laisser Gauthier vous répondre parce qu'il nous reste 1 minute 40, Gauthier, donc très vite. J'ai pas tout compris à ce que vous cherchez à démontrer. Il est vrai que j'aime beaucoup cette phrase, vous savez, la révolution dévore toujours ses enfants. Donc peut-être que LFI terminera dévoré par plus radical qu'elle. Voilà, les islamistes, dit Olivier D'Artigol, c'est une possibilité. Sur la liste de Louis Boyard, il y a des profils assez sulfureux, avec des amitiés pour le moins étonnantes. On sent bien la volonté de Louis Boyard de faire dans le communautarisme. Il y a Fadwa Sadak, elle s'affiche ouvertement avec une écharpe palestinienne, un kéfier sur lequel il y a un drapeau palestinien, une image de la mosquée Al-Aqsa et portant la mention d'arabe, Jérusalem est à nous. Il y a Mohamed Ben Yaklef, également 7e de liste. Il a déjà fait polémique car il a partagé une pétition l'été dernier pour s'opposer à l'expulsion de l'imam salafiste de la mosquée de Pessac, Abdourahman Redouane, donc de nationalité nigérienne, et visé par une OQTF. Donc voilà, ils sont sur la liste. Donc il y a des mecs visés par une OQTF qui sont sur la liste de Louis Boyard. Voilà, donc et tout tard, c'est eux qui prendront le pouvoir dans les villes. C'est eux qui vont me prendre. La théorie du grand remplacement, si on peut la caricaturer, non, je pense qu'elle est en marche. Voilà. Merci Thierry d'avoir été avec nous sur Europe 1, merci beaucoup. Bon week-end à vous Thierry. Merci. Bon week-end. Merci Thierry. Il y a Rachid qu'on prendra lundi, parce que c'était intéressant ce qu'il voulait nous dire sur l'Algérie. On en reparlera lundi. Et Rachid sera avec nous dès le début de l'émission. Voilà, cet auditeur qui voulait nous avoir, voilà, qu'on n'a pas pu prendre parce qu'on était un petit peu en retard. On se retrouve lundi. Merci. Bon week-end à tous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Tout de suite, c'est Punchline avec Thierry Cabane sur CNews et sur Europe 1. Merci à tous et bravo pour votre semaine incroyable. Allez, à lundi. À lundi. Allez, merci.